RFI, les minuit et demi précisément à Paris et à Tripoli, 2 heures de moins en temps universel. Et tout de suite, c'est Afrique Soir avec Catherine Zemmouri. Bonsoir. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. À la une de cette 3e et dernière édition d'Afrique Soir, la Libye et les frappes aériennes de l'armée américaine qui appuient le déploiement au sol des troupes libyennes. Ces dernières tentent toujours de reprendre le contrôle de la ville de Sirte, bastion et base arrière de l'État islamique en Libye. L'Afrique du Sud, à quelques heures d'élections municipales qui pourraient peut-être être marquées par un recul du parti de l'ANC dans les urnes. Ce serait une première depuis la fin du régime de l'apartheid en 1994. Au Burkina Faso, la plus importante des associations de consommateurs déplore le choix des députés de taxer en particulier la bière et le foncier nu pour financer le programme présidentiel des taxes qui visent les pauvres selon la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. À suivre aussi dans cette demi-heure d'information africaine, la page des sports. Ce sera ce soir avec Alexandre Seban. Le zapping à propos de la RDC et puis l'invité d'Afrique Soir, Médecins sans frontières, MSF, avec qui nous reviendrons sur la catastrophe humanitaire en cours au Soudan du Sud, plus précisément dans la ville de Juba. Le Pentagone a confirmé les frappes aériennes américaines en Libye à la demande du gouvernement intérimaire libyen. Les raids qui se poursuivent ont été menés contre des positions du groupe État islamique dans la ville de Sirte, bastion de l'EI, localisé à 450 km à l'ouest de Tripoli. Selon Washington, de lourdes pertes ont été infligées aux islamistes extrémistes par ces frappes US. Ces frappes qui ont permis aux troupes libyennes d'avancer au sol et de reprendre un quartier de la ville de Sirte mardi matin. Les détails sur les opérations en cours avec Ouda Ibrahim. Après avoir nettoyé le quartier du Dollar où elles s'emploient actuellement, les forces de Misrata et de l'ouest de la Libye progressent lentement dans la ville. Elles bénéficient de frappes américaines pour avancer et elles ont réussi à pénétrer dans un autre quartier où des combats avec l'État islamique ont lieu. Ce matin, les avions militaires américains ont mené de nouveaux raids visant les positions de l'État islamique au cœur de la ville. Une information confirmée par le colonel Mohamed El Gasri, le porte-parole des forces loyales au gouvernement de l'Union nationale à Tripoli. Nous nous coordonnons totalement avec l'aviation américaine. Les Américains ont frappé aujourd'hui, comme hier, plusieurs positions de l'EI à Sirte. Il y a une dizaine d'agents des renseignements américains et britanniques qui nous donnent des informations sur le nombre de combattants de l'EI, leurs positions, etc. Mais sur le terrain, il n'y a que nos forces. Le colonel affirme aussi la capture d'un des chefs de l'État islamique à Sirte, de nationalité palestinienne. L'homme essayait de fuir par la mer. Il est actuellement interrogé et a livré des informations sur des mines plantées par l'EI au cœur de la ville pour ralentir l'avancement des assaillants. Par ailleurs, la presse libyenne mentionne la mort de 2 autres chefs de l'État islamique, 2 Tunisiens qui seraient venus de la ville de Ben Guirdan à la frontière libyenne. La situation militaire est donc en train d'évoluer très rapidement dans la ville de Sirte en Libye, comme on vient de nous l'expliquer. L'intervention des États-Unis apporte clairement un soutien aux autorités intérimaires libyennes, mais elle n'est pas si bien perçue, cette intervention, et notamment par certains voisins comme l'Algérie, qui voient d'un mauvais œil l'intervention américaine à sa porte. Leïla Berato. Sa position reste identique depuis 2012. Alger s'oppose à toute intervention militaire étrangère en Libye. Au début de l'année, le ministre des Affaires maghrébines, Abdelkader Messaël, rappelait que l'Algérie soutenait le processus de l'ONU, objectif un accord politique qui permettrait une paix durable selon lui. Dans une déclaration aux médias britanniques, il y a 6 mois, le ministre des Affaires étrangères Hamdan Lamamra allait même plus loin. Pour lui, une intervention militaire peut être une partie du problème et non pas de la solution. Les conséquences d'une intervention pour Hamdan Lamamra, ce sont une augmentation de l'activité terroriste et surtout une possible déstabilisation des pays opposés à cette intervention. Car au-delà de la doctrine algérienne de non-intervention, Alger a 1000 km de frontières communes avec la Libye et en cas de bombardement, elle craint que les groupes terroristes ne se replient vers son territoire. Les 30 000 à 40 000 soldats algériens déployés le long de la frontière ne suffiraient pas, selon les autorités, à contenir le risque terroriste. Leïla Berato, Alger, RFI.
Et puis cette déclaration de Barack Obama à Washington, où il se trouve, les raids menés en Libye par l'aviation américaine se font dans l'intérêt de la sécurité nationale de l'Amérique et de celle de ses alliés européens. Il faut permettre aux forces libyennes, assure le président américain, de battre le groupe État islamique. Enfin, à l'est de la Libye, sachez qu'une coalition d'autres organisations islamistes revendique un attentat suicide qui a tué 22 membres des forces de sécurité dans la ville de Benghazi. La lutte contre les islamistes extrémistes au Nigeria, cette fois, l'armée dit avoir déjoué un projet d'attaque de Boko Haram près de Maiduguri lundi. 5 insurgés ont été tués lors de cette opération militaire et une cache d'armes a été découverte. Au Nigeria, toujours, une commission d'enquête mise en place par le gouvernement confirme le massacre par l'armée de 347 membres d'une secte chiite. Les faits remontent à décembre 2015 lors d'une manifestation à Kaduna, au nord du pays. L'armée nigériane avait donné l'assaut contre les militants du mouvement islamique du Nigeria. Fabrice Wimo. Les soldats ont utilisé une force excessive. C'est ce qui ressort du rapport publié par la commission d'enquête sur les affrontements qui ont eu lieu du 12 au 14 décembre 2015 au Nigeria. L'armée avait réprimé une manifestation du mouvement islamique du Nigeria, déclenchant ainsi 2 jours de révolte. Le MIN, qui milite pour l'instauration d'un régime à l'iranienne dans l'état de Kaduna, avait attaqué un convoi du chef d'état-major Tukur Yusuf Buratai. Des affrontements avaient alors éclaté entre les soldats et le MIN, faisant un nombre jusqu'ici indéterminé de victimes. En avril, Amnesty International avait déjà accusé l'armée d'avoir tué plus de 350 musulmans chiites, d'avoir enterré les corps dans une fosse commune et d'avoir détruit les preuves. Le rapport recense en tout 347 chiites tués, auxquels il faut rajouter un membre du MIN mort en détention et un soldat tué. La commission d'enquête encourage la justice à identifier les responsables de ce massacre. Des centaines de partisans du MIN sont toujours portés disparus, présumés morts ou emprisonnés. Une douzaine d'entre eux pourraient être condamnés à mort pour conspiration contre l'État et pour avoir tué un membre de l'armée. L'armée nigériane, de son côté, maintient que ses troupes ont réagi de manière appropriée et nie les accusations de massacre. RFI, il est minuit, passé de 37 minutes à Paris. RFI à Kinshasa, 105 FM. À Kinshasa, justement, où un incident meurtrier a eu lieu près de l'hôpital Saint-Joseph il y a quelques heures. Un homme d'une trentaine d'années a été tué par balle. L'auteur des tirs est un militaire des forces armées congolaises, mais pour le déroulé des faits, les versions divergent. Selon un responsable du parti de l'UDPS, le jeune homme a été abattu de sang-froid par un caporal en sortant de l'hôpital où il s'était rendu pour une affaire familiale. Il portait alors un t-shirt à l'effigie du leader de l'opposition Etienne Tshisekedi, mais selon le porte-parole de la police, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées de cette façon. Le jeune homme, selon lui, a été tué par une balle perdue après qu'un caporal en faction dans le quartier s'est interposé dans une bagarre entre 2 familles. Son corps aurait été habillé par la suite aux couleurs de l'UDPS. Des sources concordantes indiquent que des échauffourées ont ensuite eu lieu dans le quartier de Limité, autour du quartier général du parti, où le corps du jeune homme a été amené. Un autobus a été brûlé et la police est intervenue pour disperser les militants en colère. Le caporal responsable du coup de feu mortel a été mis aux arrêts. Disparu depuis le 22 juillet 2016, le journaliste Jean Bigiribi Mana, collaborateur des Infos Grand Lac, serait aux mains des SNR, les services de renseignement. C'est ce que croit savoir Reporters sans frontières, qui estime donc qu'il est vivant. Selon RSF, notre confrère est actuellement détenu au secret à Bujumbura. Il lui serait reproché ses contacts avec des journalistes de la RPA, Radio Publique Africaine, en exil. Une décision devrait être prise cette semaine pour savoir s'il sera traduit en justice ou pas. Veille d'élection en Afrique du Sud, 26 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans quelques heures pour choisir leurs maires et conseillers municipaux. Une élection locale qui a valeur de test national pour l'ANC, le parti au pouvoir, sans discontinuer depuis la fin de l'apartheid en 1994, pourrait enregistrer un recul dans les urnes. Il s'agirait d'une première si ce scénario se vérifiait. À Johannesburg, les explications de Lisa Fabien.
Les scandales à répétition et la mauvaise santé de l'économie sud-africaine pèsent lourd sur le bilan de l'ANC. Le parti majoritaire est également affaibli par des divisions internes entre partisans et opposants de Jacob Zuma. À ces difficultés s'ajoute une érosion de l'électorat traditionnel du parti. 22 ans après la chute de l'apartheid et l'avènement de la démocratie, beaucoup de Sud-Africains reprochent à l'ANC de ne pas avoir fait assez. Dans certains townships, la population touchée de plein fouet par le chômage n'a toujours pas accès à l'eau et à l'électricité. De plus, la corruption est particulièrement sensible au niveau local où les conseillers profitent de leur position pour distribuer des faveurs à leurs proches. Tous ces facteurs pourraient inciter les électeurs à exercer un vote sanction contre le Congrès national africain et l'opposition compte bien en profiter. Il y a peu de chances pourtant que l'Alliance démocratique ou le parti EFF réussissent à rassembler une majorité absolue dans une grande municipalité. Ces élections pourrait donc déboucher sur des coalitions au niveau local, une situation tout à fait inédite en Afrique du Sud. Lisa Fabian, Johannesburg, RFI. Un homme condamné à 20 ans de prison ferme pour tentative de vol d'un cabri. Tel est le verdict prononcé par le tribunal de la ville d'Imbokro au centre de la Côte d'Ivoire. Les faits sont rapportés par le quotidien ivoirien Fraternité Matin. 20 ans de prison ferme pour une simple tentative de vol. Même un viol sur mineur ne serait pas aussi sévèrement sanctionné par la justice ivoirienne, dénonce maître Catherine Connet, avocate au barreau de Côte d'Ivoire. Bizarrement, les atteintes à la fortune et les délits commis contre les biens d'autrui sont très sévèrement sanctionnés et plus sévèrement sanctionnés que les autres délits qui, précisément, mériteraient, eux, par contre, des sanctions exemplaires, à savoir le viol, l'homicide, etc. Pourquoi est-ce que dans des délits purement matériels, on sanctionne plus que dans des atteintes à l'intégrité de la personne physique? J'ai eu l'occasion, par exemple, de voir au tribunal de Bouaké que le vol d'une bouteille de gaz avait été sanctionné par une peine de prison de 6 mois ferme. Le vol de 3 portables, 3 ans de prison ferme. Donc effectivement, ça paraît excessif. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a un inversement de l'échelle des valeurs. C'est l'argent et les biens avant l'être humain, l'intégrité physique, la tranquillité publique, etc. C'est ce qui explique que vous avez des affaires de viol même commises sur des gamines où finalement la personne s'en sort avec 5 ans de prison alors qu'aujourd'hui le viol est un crime qui relève de la cour d'assises en Côte d'Ivoire. Et ça choque pas plus que ça. Maître Catherine Connet, avocate au barreau de Côte d'Ivoire. Autre verdict en Mauritanie, cette fois 3 ans de prison ferme pour avoir lancé une chaussure sur le porte-parole du gouvernement mauritanien en pleine conférence de presse, chaussure qui n'a pas atteint sa cible. Tel était le verdict rendu par le tribunal correctionnel de Nouakchott le 14 juillet dernier à l'encontre d'un journaliste et militant des droits de l'homme, Cheikh Baye Ould Mohamed. Un verdict qui avait été contesté publiquement par l'avocat du principal intéressé, mais aussi par 5 jeunes du même mouvement de défense des droits de l'homme. 5 jeunes qui du coup se sont retrouvés et ont presque tous été condamnés à leur tour ce mardi à des peines allant jusqu'à 2 ans de prison ferme. Leur avocat, maître Brahim Ould Ebeti, dénonce la multiplication des atteintes à la liberté d'expression au travers de la justice en Mauritanie. Suite à ce verdict contesté, des jeunes qui étaient dans la salle d'audience, après le retrait du tribunal, ont crié qu'il s'agit d'un jugement arbitraire. Ces jeunes ont été arrêtés et condamnés 3 à 2 ans d'emprisonnement ferme et 2 relaxés. En outre, 2 jeunes qui se trouvaient dans une soirée musicale journalistique avaient aussi crié « Liberté » aux détenus condamnés Cheikh Baye. Ces 2 jeunes ont été condamnés à 2 ans d'emprisonnement avec ceci. C'est un recul regrettable de la liberté d'expression dans notre pays, où des jeunes sont condamnés pour avoir exprimé une indignation suite au prononcé d'un jugement. Et c'est une première, ça me rappelle un peu des périodes d'exception que j'avais vécues dans ce pays durant les années 80, 90 et 2000. Vous savez, il y a quelques semaines, un magistrat président de la Cour criminelle avait rendu des jugements de relax. Et aussitôt les jugements rendus, l'inspection générale s'est rendue chez ce magistrat pour procéder aux enquêtes. Donc les magistrats se sentent dans l'insécurité dans l'exercice de leurs fonctions. C'est dans ces circonstances que les magistrats cherchent à plaire à la chancellerie
pour être à l'abri des persécutions et des contrôles de l'inspection générale de la justice. Maître Ould Ebeti au micro de Laura Martel. Au Burkina Faso, les députés ont voté la loi de finances 2016 en créant de nouvelles taxes pour financer le programme présidentiel. Des taxes qui vont peser sur les pauvres et non les riches, s'insurge Pierre Nakoulma, président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. En tant que responsable de la Ligue des consommateurs du Burkina, nous ne pouvons que prendre acte des mesures que le gouvernement prend dans le sens de permettre aux Burkinabés de se mettre à la tâche. Si nous avions été concertés, nous aurions donné une autre orientation que la bière. Notamment les boissons de luxe pourraient effectivement permettre au gouvernement d'engranger des ressources parce que là-bas, il y a de l'argent à prendre. Pour ce qui concerne les terrains nus qui devaient être taxés, nous serions beaucoup plus orientés vers l'imposition sur la fortune. Là-bas, il y a quelque chose à prendre. Parce que quelqu'un qui a un terrain nu qui ne peut pas le mettre en valeur, je ne sais pas comment cette taxation peut permettre effectivement d'engranger le maximum de ressources. Alors que des fortunes existent et l'imposition sur ces fortunes aurait pu nous permettre effectivement d'engranger de la ressource pour envisager le développement pour le grand nombre. Les populations vont en pâtir pour ce qui concerne la bière, parce que les personnes riches ne boivent pas la bière, ils boivent beaucoup plus autre chose et nous aurions souhaité que ce soit les plus riches qui payent. Pierre Nakoulma, président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso, au micro d'Hélène Nard. Afrique Soir sur RFI, Catherine Zemmouri. Et à suivre dans cette demi-heure d'information africaine, la page des sports avec Alexandre Seban dans quelques instants, mais aussi le zapping à propos de la RDC. Et tout de suite, place à l'invité qui évoque pour nous la situation qui prévaut au Soudan du Sud. Après la reprise des combats au Soudan du Sud le mois dernier, le pays se trouve dans une situation humanitaire particulièrement critique. Des maisons ont été détruites et des milliers de civils se sont réfugiés dans les pays voisins pour fuir les violences. Les prix de l'alimentation flambent et la population a de moins en moins accès à la nourriture. Une épidémie de choléra se propage. Le point sur la situation humanitaire avec Stéphanie Réunion, chef de mission pour Médecins sans frontières à Djouba, qui répond aux questions de Chloé Gandolfo. Bonjour Stéphanie Réunion. Depuis fin juin, des combats sévissent au Soudan du Sud. Quelle est la situation humanitaire dans le pays depuis le début du conflit ? Alors, la situation humanitaire, évidemment, elle est assez tendue, et la situation est finalement juste le résultat des conséquences de la violence, du conflit en cours, de l'insécurité. C'est les populations là qui continuent à payer le prix avec leur vie et avec leur santé du conflit en cours et des violences en cours. Justement, sur l'état de santé, vous avez détecté une résurgence de l'épidémie de choléra à Djouba. Quand est-ce que vous avez détecté cette épidémie ? L'épidémie a été déclarée il y a environ une dizaine de jours, je dirais, par le ministère de la Santé. Donc aujourd'hui, on a environ, au total dans le pays, on a 586 cas, donc environ 5 à 600 cas qui ont été rapportés, dont 522 ici à Djouba. Donc pour l'instant, l'épidémie continue et MSF ainsi que les autres partenaires continuent à travailler ensemble. Quelles sont les causes de cette épidémie de choléra au Soudan du Sud ? Le Soudan du Sud est un pays endémique pour le choléra, donc il y a déjà eu des épidémies les 2 dernières années. Souvent, donc les premiers cas sont rapportés avec la saison des pluies. C'est une maladie hautement contagieuse et qui est liée à un accès à l'eau qui est garanti avec de l'eau propre, etc. Donc c'est souvent avec la saison des pluies que les premiers cas commencent à apparaître. Maintenant, il est vrai qu'avec les violences qui ont eu lieu il y a quelques semaines, il y a beaucoup de déplacements de population. Et donc, comme les populations bougent, eh bien, le choléra peut se propager beaucoup plus facilement. Le choléra aussi affecte encore plus les populations qui vivent typiquement comme dans des camps de réfugiés, avec une très grande densité, etc. Et donc, les latrines, l'accès à l'eau, etc. sont absolument nécessaires pour enrayer l'épidémie. Qu'a fait ou que projette de faire MSF pour enrayer l'épidémie, justement ? Donc MSF, là, en collaboration avec le ministère de la Santé et les autres partenaires, est en train de travailler dans l'hôpital principal à Djouba, dans lequel les cas de choléra confirmés sont amenés. On a clairement des équipes médicales qui sont là et pour prendre en charge les patients et pour former le personnel médical du ministère de la Santé à une prise en charge adéquate. Ce qu'on fait aussi, c'est les vaccinations, surtout dans les populations spéciales, comme je vous disais, qui vivent dans des camps avec une très grande densité, etc. Là, on est parvenu à faire des vaccinations, ce qui permet du coup d'enrayer l'épidémie ou de limiter sa propagation. Et donc sur la situation humanitaire due aux violences ces dernières semaines, MSF a installé des cliniques mobiles pour soigner les victimes des combats.
À quel type de blessures vous avez dû faire face ? Alors, effectivement, nous avons mis en place des cliniques mobiles dans plusieurs endroits de la ville. Ces cliniques mobiles, au début, il y avait, et jusqu'à présent, on traite des blessures que des patients ont acquises pendant le conflit ou bien lorsqu'ils ont fui. Mais évidemment, maintenant, la majeure partie de nos consultations sont sur des maladies qui sont le résultat de la violence, mais qui sont aussi le résultat d'une situation très difficile dans le pays, déjà à la base, telle que la maladie, la malnutrition, les problèmes de peau, la diarrhée, des infections respiratoires, etc. À l'accès que les populations ont pour la nourriture, parce que les prix des biens ont augmenté drastiquement dans les dernières semaines. Et évidemment, ça a un impact sur nous, vu qu'on traite les enfants pour malnutrition. Donc le prix de la nourriture s'envole au Soudan du Sud. Quels sont les risques pour la population ? La population, évidemment, avec les prix qui s'envolent, ont de moins en moins accès à la nourriture. Donc, évidemment, ça veut dire qu'ils doivent encore plus faire marcher leurs mécanismes d'adaptation. Et les mécanismes d'adaptation sont déjà très tendus. On est pour l'instant, de manière traditionnelle, déjà dans la période de soudure, pendant laquelle l'accès à la nourriture est déjà moindre que le reste du temps. Mais évidemment, la situation économique du pays compromet d'autant plus l'accès à la nourriture. Évidemment, avec l'insécurité, aussi, les gens ont du mal à se déplacer pour aller au marché ou pour aller acheter la nourriture. Les déplacements et les violences ont fait qu'ils n'ont pas pu tous faire leur cultivation comme d'habitude. Donc c'est vrai que c'est une période inquiétante. Et est-ce que la situation s'est améliorée depuis la signature du cessez-le-feu ? La situation s'est améliorée dans le sens où, pour l'instant, Djouba est calme et les gens ont pu commencer à rentrer chez eux lorsque leur maison n'était pas détruite ou pillée. Mais c'est vrai qu'au niveau humanitaire, les populations sont encore en extrême besoin du paquet de base d'assistance humanitaire. Ça reste une priorité vraiment actuellement. C'est eux qui souffrent pour le moment et tout ce qu'ils veulent, évidemment, c'est que les violences prennent fin et qu'ils puissent retourner à leur vie normale. Et quelles seront les prochaines priorités pour MSF au Soudan du Sud ? Ça va rester de pouvoir délivrer tout ce qui est cette assistance humanitaire d'urgence de base en fonction de comment la situation évolue et évidemment de rester très concentré sur cette épidémie de choléra pour éviter qu'elle ne se propage encore plus. Eh bien, merci Stéphanie Réunion pour vos réponses. Stéphanie Réunion, chef de mission pour MSF à Djouba au Soudan du Sud. Et à la une internationale, l'intervention aérienne américaine en Libye justifiée par Barack Obama au nom de la sécurité nationale. Elle permet aux forces libyennes d'avancer au sol face au groupe État islamique dans son bastion de Sirte. En Syrie, la contre-offensive rebelle se poursuit pour tenter de percer le siège des quartiers est d'Alep. Les avions russes, eux, continuent de soutenir les forces pro-Assad. Une ONG évoque l'utilisation d'armes chimiques sur les zones rebelles dans la province d'Idleb. Et le journal des sports présenté par Alexandre Seban. Alexandre, bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. On démarre avec du football et le journal des transferts. C'est officiel, le Ghanéen Kevin Prince Boateng est arrivé ce matin aux Canaries où il s'est engagé avec Las Palmas, club de Liga espagnole. Le milieu de terrain arrive pour une saison avec option pour une année supplémentaire. Son compatriote Abdul Babarahman quitte lui Chelsea pour l'Allemagne et Schalke 04 sous forme de prêt. Idrissa Gueye, l'international sénégalais, reste lui en Angleterre mais quitte Aston Villa pour rejoindre Everton pour les 4 prochaines saisons. Son compère en sélection, Younous Sankaré, à lui, était présenté officiellement à Lille par le président du club, Michel Sédou. Ce dernier en a profité pour clarifier la situation du Marocain, Sofiane Boufal, qui se voit offrir un bon de sortie. Enfin, le défenseur central international sénégalais Lamine Sané a quitté le groupe bordelais dans la journée pour négocier son transfert vers un autre club. On fait un détour par la Guinée équatoriale avant de filer à Rio. Depuis 2015, la CAF exige que les clubs africains qui souhaitent participer à ces compétitions soient détenteurs au préalable d'une licence. Celle-ci oblige ces clubs à respecter leurs engagements afin de poursuivre l'amélioration et le développement du football sur le continent. Par exemple, les clubs ont obligation de développer leurs infrastructures pour proposer un meilleur spectacle au public. Sans licence, les clubs sont de facto disqualifiés des coupes africaines, la Coupe de la Confédération ou la Ligue des Champions. Et en Guinée équatoriale, sur les 20 équipes du championnat de première division, seules 4 remplissent ces critères de la CAF. Alors forcément, les 2 représentants du pays susceptibles de participer aux prochaines coupes continentales l'an prochain, eh bien, ils s'inquiètent. Les explications depuis Malabo avec Fabien Essiane. Il s'agit de Sony de Elangema en Ligue des Champions et des Racines des Micomessins en Coupe des Confédérations. Ces 2 équipes ne remplissent pas pour le moment les critères exigés par la CAF.
Mais pour Innocencio Komondong, responsable des compétitions à la FEGIFOOT, la Guinée équatoriale sera prête à temps. Nous avons beaucoup d'infrastructures qu'il faut adapter dans le système. Et puis maintenant, il faut seulement baser les équipes de catégorie inférieure parce que la Guinée ne peut pas rester sans la participation de ces clubs-là en compétition internationale. Le reste, c'est au niveau des planifications administratives et les staffs techniques de chaque club. Donc, d'ici, avant décembre, il y a tout ça là, il y a disposition là en place pour pouvoir avoir ces licences-là. Casto Ondomba, secrétaire général des Panthers, nouvellement promu en première division, pense quant à lui que tout sera mis en œuvre par son équipe pour qu'elle ne fasse pas face à ce type d'obstacles l'an prochain. Nous allons être bien organisés parce qu'on a déjà eu les exigences que la fédération a mis sur pied. Nous ne pourrons pas rester hors des exigences de la CAF parce que moi, je viens de monter en première division. Il faut que je mette tous les choses en place parce que mon équipe doit jouer un bon championnat. Bien que l'espoir d'une possible participation des clubs équato-guinéens aux compétitions interclubs existe, les délais sont courts et la Guinée équatoriale a très peu de temps pour se mettre à la page. Fabien Sian, Malabo, RFI. Et puis pour être complet, si les clubs équato-guinéens parviennent à remplir les critères de la CAF, ils pourront participer aux prochaines éditions de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Enfin, pour conclure cette page football, c'est officiel, le Togo accueillera la Coupe de l'UMOA en novembre prochain. On le rappelle, la dernière compétition remonte à 2013 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle avait été remportée par le Burkina Faso. Et puis Georges Costa va bien rester sur le banc des Panthères en fin de contrat. En juin dernier, le technicien portugais avait pourtant vu son contrat de sélectionneur du Gabon arrivé à son terme, mais la FEGAFOOT a finalement décidé de reconduire le technicien portugais jusqu'à la CAN 2017, la prochaine donc en janvier, et ce sera bien sûr au Gabon. On passe à l'actualité des Jeux Olympiques, jour J-3 avant le début de l'Olympiade brésilienne à Rio. Et les basketteurs nigérians se sont offerts un match de prestige ce matin à Los Angeles avant de partir pour les Jeux. Défaite face aux Américains et leur fameuse Dream Team, 66-110. On le rappelle, le tirage a placé les Nigérians dans un groupe difficile aux Jeux avec les USA, l'Espagne, l'Argentine, la Croatie et la Lituanie. Les Super Eagles débuteront leur campagne olympique dimanche face à l'Argentine. C'est donc dans le groupe B. Merci Alexandre Seban. Ainsi s'achève Afrique Soir. À la rédaction en chef Bernard Najotte, Cécile Perriard, assistante de production, Vivien Lecuivre à la réalisation. Le zapping que vous allez retrouver dans quelques instants sera à propos de la RDC dans une vingtaine de secondes, dans 2-3 minutes, vous retrouverez à 1h pile, très précisément heure de Paris, le journal de Vincent Dublange. Suivez le zapping d'Appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Ce matin, dans Appel sur l'actualité, vous réagissiez sur le retour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi en RDC. Écoutez. Tshisekedi, c'est la personne qui réunit le Congolais au-delà des clivages ethnico-tribalo-politiques. Et vous l'avez vu lors du meeting, ces rassemblements ont réuni plus de 2 millions de Congolais. Cette foule réclamait deux choses. Les élections dans le délai prescrit par la Constitution ou la démission de M. Kabila. Il y a une commission électorale nationale indépendante au regard de la loi fondamentale qui convoque et organise les élections dans ce pays. Cette CENI qui est indépendante considère qu'il est impossible au stade actuel d'organiser les élections avec un fichier corrompu. Et comme le hasard des dates, c'est le même jour où il tente d'assassiner la démocratie parce qu'il veut faire plaisir à 15 000 personnes qui étaient devant lui. On sait que Kabila partira. Ce qui est important, c'est qu'on nous dise qu'est-ce qui se passera après Kabila. Les élections arrivent à la fin de l'année, c'est ce que la population exige. Et moi, j'ai cru que le meeting du 31 juillet aurait dû servir à ce que le rassemblement nous présente un plan ou même une ébauche de plan structuré, détaillé sur une vision claire politique qu'ils ont pour attirer plus de Congolais et permettre un choix. Or, ce que nous avons constaté, c'est que les partis continuent à nous faire miroiter la carte de l'homme providentiel. M. Tshisekedi a beaucoup déçu. Il doit aujourd'hui se rendre compte que les aspirations du peuple ne sont pas ces discours mous de promettre encore une fois des choses qui ont été promises maintes et maintes fois et qui n'ont apporté aucune solution. Le peuple a été clair, il demande le départ immédiat et sans condition de M. Kabila.
Le retour de M. Etienne Tshisekedi est une bonne chose parce que ça va certainement constituer un boost pour l'ensemble de l'opposition. M. Tshisekedi reste très populaire et il a cette capacité de pouvoir mobiliser la population, de pouvoir mettre autour de lui l'ensemble de l'opposition. Et demain, réagissez aux opérations de déguerpissement comme celle en cours à Bamako pour faire disparaître les commerces jugés illégaux. Tous les jours, Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens avec Catherine Rolland, Laurent Berthaud et Frédéric Lebel. Quelle Europe pour les migrants ? Quel avenir économique pour les Grecs ? Quel pouvoir à Bruxelles pour les Britanniques ? Avec tous nos correspondants, nous essayons de vous faire vivre cette Europe des citoyens qui bougent et s'interrogent. À écouter aussi sur RFI.fr, rubrique émission. Accent d'Europe, du lundi au vendredi à partir de 17h40 TU. RFI.